faites bien de nous choisir pour vous informer. À la une ce soir, carnage à Rutshuru, plus de 300 civils majoritairement Hutus ont été exécutés sommairement en juillet 2025 près du parc national de Virunga. L'AFC M23 et l'armée rwandaise sont pointés du doigt dans un nouveau rapport de l'ONG américaine Human Rights Watch. Les détails dans un instant. La RDC joue la carte de la diplomatie stratégique entre ambition économique et quête de stabilité régionale. Judith Suminwa est en visite de travail au Japon. Objectif, séduire les investisseurs, relancer les grands projets structurants comme Inga 3 et repositionner la RDC comme acteur incontournable sur la scène internationale. Enfin, la 5e édition des épreuves certificatives nationales ont débuté ce mercredi 20 août sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 30 000 candidats prennent part à ces épreuves. Ils sont repartis dans 122 filières pour démontrer leurs compétences acquises après leur formation. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. C'est parti pour 30 minutes d'information. Dans un rapport publié ce mercredi, l'ONG américaine Human Rights Watch accuse les groupes armés M23 AFC, soutenus par l'armée rwandaise, d'avoir exécuté sommairement plus de 300 civils majoritairement Hutus dans l'est de la RDC. Selon cette ONG américaine, c'est l'une des pires atrocités commises depuis la résurgence du M23. Oscar Mbala nous lit ce communiqué. C'est un rapport accablant publié par l'organisation de droits de l'homme Human Rights Watch sur le massacre des civils dans les zones sous occupation par le M23 AFC. Tenez, les groupes armés M23 contrôlés par le Rwanda a exécuté sommairement des centaines de civils, majoritairement des Hutus, dans au moins 14 villages et petites communautés agricoles en juillet 2025, près du parc national de Virunga, a déclaré ce mercredi 20 août 2025 Human Rights Watch. Selon cette organisation non gouvernementale, les personnes tuées sur le territoire de Rutshuru pourraient dépasser les 300 victimes, représentant une des pires atrocités commises par le M23 depuis sa résurgence fin 2021, indique ces rapports. Et Human Rights Watch de poursuivre, des témoignages des sources militaires et l'ONU indiquent que l'armée rwandaise, entendez les forces rwandaises de défense, était aussi impliquée dans les opérations du M23. Mais déjà, les hôpitaux de Goma sont débordés de victimes, dit l'ONU, et des cadavres jonchent les rues de la ville. La plupart des victimes, dont au moins 48 femmes et 19 enfants, étaient des agriculteurs locaux qui campaient dans leurs champs. Nous avons documenté de nombreuses attaques dans les provinces du Nord Kivu. Toutes les attaques contre les civils doivent cesser immédiatement et tous les responsables doivent rendre des comptes. Et Human Rights Watch de proposer, je cite, les conseils de sécurité de l'ONU ainsi que le gouvernement devraient imposer de nouvelles sanctions aux responsables d'abus graves et veiller à ce que les commandants impliqués dans les crimes de guerre soient traduits en justice. Fin de citation. Retenez que des enquêtes ont été menées entre mi-juillet et mi-août 2025. Human Rights Watch a eu des entretiens téléphoniques avec 36 personnes, dont 25 témoins, ainsi que des activistes locaux, des travailleurs médicaux, des sources militaires, du personnel des Nations Unies et d'autres sources informées. Le parti politique Ensemble pour la République, auditionné au ministère de l'Intérieur hier mardi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu le représentant du parti Ensemble de Moïse Katumbi, une interpellation qui fait suite au récent rapport du groupe des experts des Nations Unies sur un prétendu rapprochement avec les rebelles du M23 AFC. Bobo Anan Mokonzi pour ce reportage. L'exécutif de ces partis de l'opposition était invité pour clarifier l'autorité en charge de la gestion de partis politiques sur les récents rapports du groupe des experts des Nations Unies du 3 juillet 2025 adressé au président du Conseil de sécurité des Nations Unies par les groupes d'experts sur la République démocratique du Congo, évoquant des liens présumés entre les leaders d'Ensemble pour la République et le mouvement rebelle M23 AFC. Face à cette situation, les cadres du parti de Moïse Katumbi ont rejeté toute implication, affirmant n'a pas eu connaissance au préalable de ces rapports, qui du moins a été rendu public. Bon,
quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport ait circulé. Mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse. Et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Ces rapports des experts des Nations Unies citent explicitement l'ancien gouverneur du Katanga parmi les personnalités soupçonnées d'entretenir des rapprochements avec des forces négatives opérant dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est disons surpris par la gravité de ces révélations, les responsables d'Ensemble pour la République ont sollicité du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Louko Jacques Chabani, et obtenu une échéance, le temps pour eux d'avoir des éclaircissements sur ces dossiers. Entre-temps, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, salue le soutien de la Belgique au processus de Washington et Doha. Il a également rappelé l'engagement du Parlement congolais à accompagner ces initiatives à travers une diplomatie parlementaire active. Face à l'ampleur de la crise humanitaire à l'est du pays, Vital Kamerhe compte sur la diplomatie de Maxime Prévost auprès de l'Union européenne et du gouvernement belge, Annie Balaka et Patrick Badibanga. Nous avons mis ensemble en exergue la question humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, où les gens souffrent, où les gens n'ont pas demandé que la guerre éclate dans cette partie du pays et où les services sociaux de base devaient continuer à fonctionner. Nous avons parlé de la diplomatie classique, qui est son domaine, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il avait été élu, il est parlementaire, mais pour le moment, il est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, à côté du président de l'Assemblée nationale parlementaire. Donc nous avons la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. La République démocratique du Congo doit se saisir de cette question. L'Afrique au premier plan avec l'Union africaine. L'Union européenne qui nous a accompagnés depuis longtemps et qui était à la base de la résolution 2773 ne doit pas être oubliée. Et donc nous devons résoudre cette question de façon globale dans l'intérêt de tout le monde. Quand on parle de diplomatie, la première qui nous vient à l'esprit est souvent la diplomatie des États. Et c'est précisément cette population de la RDC qui aujourd'hui nous préoccupe, celle qui est située à l'est du territoire et qui depuis trop longtemps déjà subit des violences abjectes en recrudescence, des viols à l'égard des femmes qui sont en augmentation de manière exponentielle, des enrôlements forcés dans des forces armées qui occupent le territoire. La Belgique se réjouit des initiatives qui ont pu être prises il y a quelques mois déjà par Washington, par Doha, mais reste convaincue que si l'on veut obtenir un résultat durable au niveau d'une paix effective sur le terrain, on ne doit pas uniquement externaliser le processus de pacification, mais s'assurer évidemment que les acteurs africains en sont eux-mêmes partie prenante. Nous sommes confiants, nous voulons l'être en tout cas, mais nous sommes aussi lucides et nous devons l'être, en reconnaissant aujourd'hui qu'un mois plus tard, la situation sur le terrain ne s'est pas améliorée, qu'il y a toujours la commission d'un grand nombre de violences et d'exactions, et que l'heure plaide urgemment pour que ce qui a été signé prenne corps et impacte la réalité à l'est du. Jeudi tantôt, en pleine tournée diplomatique au Japon, la première ministre Judith Suminwa multiplie les échanges pour renforcer les partenariats internationaux au cœur des discussions. Investissement Inga 3, hydrocarbures et la question des réfugiés, une mission stratégique entre diplomatie économique et sécurité régionale. Chimène Dondo et Pompoumba nous font le point. En visite officielle au Japon, la première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, s'est exprimée devant le caméra de la chaîne japonaise TV Tokyo. Nous avons des discussions qui sont en cours. Objectif, renforcer le lien économique entre la RDC et le Japon dans une dynamique de coopération équilibrée et durable. Nous avons un besoin de partager les connaissances qu'a le Japon aujourd'hui. Nous avons des terres arables importantes, nous avons aussi d'énormes ressources hydriques et donc avec ça, il est possible de pouvoir bénéficier notamment de l'expertise japonaise. Au côté projet,
Le barrage Inga 3 et des collaborations dans les secteurs miniers sont en discussion avec les institutions japonaises. Nous avons aussi des discussions en cours aujourd'hui entre une structure de la République démocratique du Congo, ADPI, qui s'occupe en fait de tout ce qui concerne le programme Inga, avec le barrage hydroélectrique de Inga. Et donc des discussions sont en cours par rapport à Inga 3 pour voir comment le Japon pourrait collaborer dans ce cadre-là. Nous sommes à la recherche de partenaires pour pouvoir entrer dans le financement de ce grand programme de barrage. A rencontré plusieurs partenaires internationaux. Avec le HCR, elle a demandé une identification rigoureuse de réfugiés rapatriés afin d'éviter de nouvelles crises humanitaires. Enfin, avec le président angolais Joao Lourenço, la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka a évoqué les enjeux sécuritaires dans la région, mais aussi l'approfondissement de relations économiques, notamment dans les hydrocarbures et la pêche. Dans le cadre du bouclage du processus d'élaboration du projet de loi des finances pour l'exercice 2026, le vice-premier ministre en charge du budget a tenu une réunion avec les partenaires techniques et financiers. Adolphe Muzito les a rassurés sur la rigueur et la transparence budgétaire. Suivez ce reportage sous les images de Chico Biponda. La concertation tenue ce 20 août 2025 entre le vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito et les partenaires techniques et financiers de la RDC marque une étape significative dans le processus d'élaboration du budget 2026. Ce rendez-vous stratégique, organisé au centre financier de Kinshasa, s'inscrit dans une logique de transparence, de concertation et de redevabilité, des principes de plus en plus exigés par les bailleurs internationaux. La présence conjointe du ministre d'État au plan Guy Lanyembo et du vice-ministre du budget Élisée Bokoumana témoigne de l'importance accordée à la coordination interinstitutionnelle dans la gestion des finances publiques. Les échanges ont mis en lumière une volonté manifeste du gouvernement de la République de travailler de concert avec les partenaires, non seulement pour boucler techniquement le projet de loi de finances, mais également pour asseoir une trajectoire budgétaire crédible et inclusive. Le vice-premier ministre nous a présenté la projection budgétaire pour 2026 avec naturellement un budget à la hausse, y incluant les recettes à la hausse avec une perspective 2024-2028 de recettes qui doublerait la période précédente. Naturellement, en tant que partenaire, nous sommes là pour soutenir la RDC dans les réformes qu'elle conduit. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, est clair: renforcer la discipline budgétaire, accroître la mobilisation des recettes internes et orienter les dépenses vers des priorités économiques et sociales structurantes. Ces engagements traduisent un tournant dans la gouvernance des finances publiques où la rigueur ne s'oppose plus à la croissance mais en devient un levier. Des actes administratifs numérisés. Un travail de titan se fait à la direction des bases de données numériques des ressources humaines de l'État. Au-delà d'un simple encouragement, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a promis d'accompagner cette direction à la pointe des nouvelles technologies. Nadine Kilocho, Cédric Enina et Moki Maluma. Numérisation des actes administratifs des agents publics régulièrement identifiés et certifiés dans le fichier de référence de l'administration FRAP. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a effectué une visite d'inspection à la direction des bases de données numériques des ressources humaines de l'État ce mardi 19 août 2025. Le vice-premier ministre a salué les agents de cette direction pour la qualité du travail et les progrès réalisés. Je suis fier de ce que vous faites comme travail. Je suis fier en tout cas de cette belle avancée et je pense que les partenaires qui nous accompagnent le seront tout autant et je ferai rapport à la première ministre et au président de la République pour qu'eux aussi puissent être au courant de la magie qui s'opère ici au niveau de la DBD. C'est ça, réformer une administration publique. Le système mis en place permettra non seulement de garantir la fiabilité et la tranquillité des informations, mais aussi de lutter efficacement contre les agents fictifs, les doublons et autres irrégularités dans la gestion des fictifs. Le fait d'avoir maintenant tous les dossiers administratifs
numérisé, eh bien, ça change systémiquement la donne. La fraude devient difficile parce que tout est verrouillé. Et moi, je m'en réjouis. Parce que, vous voyez, c'est même des données qui sont déclinées avec des photographies de fonctionnaires, etc. Ça, c'est une avancée majeure. La portée du travail réalisé par la DBDR place la direction au cœur de la réforme impulsée par le gouvernement pour une administration plus moderne, plus efficace, alignée aux standards internationaux. Les résultats qui parlent d'eux-mêmes sont en fait le fruit, n'est-ce pas, de sa vision. Sa vision, c'est travailler, pas pour travailler, mais travailler pour produire des résultats. La mission principale du Fonds d'intervention pour l'environnement est de mobiliser des ressources matérielles et financières pour soutenir des projets de protection de l'environnement. Les nouveaux membres du conseil d'administration et la direction générale ont été présentés lors d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Environnement dans le cadre du renforcement de la coopération. Marie Nyangui a eu des échanges avec l'ambassadeur des Émiratis, Nicole Sesep. Sandra Nyangui, Boboanan Mokonzi, pour ce condensé. Le Fonds d'intervention pour la protection de l'environnement FIP, bras financier du gouvernement congolais dans la lutte contre le changement climatique, est désormais au complet avec l'installation officielle de ses organes dirigeants. Les membres du conseil d'administration et la direction générale ont pris leurs fonctions lors d'une cérémonie placée sous le patronage de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat, Marie Nyangui Ndambo. Prenant la parole, la ministre Marie Nyangui Ndambo a exhorté les deux organes du FIP à travailler en parfaite synergie pour servir l'intérêt de la population congolaise. Elle a insisté sur la nécessité d'une collaboration fluide avec les structures sous tutelle afin de renforcer la réponse nationale face aux défis climatiques, conformément à la vision de la RDC comme pays solution. Dans le même esprit, la ministre déléguée à la nouvelle économie du climat, Arlette Bahatitito, a rappelé que la réussite du FIP dépendra de sa capacité à établir un lien fort entre ses financements et les résultats sur le terrain. Par ailleurs, le Solution internationale ne faiblit pas. L'ambassadeur des Émirats arabes unis, M. Anwar Otam, a réitéré la volonté de son pays de renforcer ses engagements dans le secteur environnemental congolais à l'issue d'un échange fructueux avec la ministre. Enfin, la société A16, représentée par son manager Jérémy Kim, a promis d'intensifier ses actions de plaidoyer en faveur des projets du ministère de l'Environnement. Une forte délégation de l'organisation a rencontré la ministre pour discuter des partenariats stratégiques au bénéfice des communautés locales. Tous les opérateurs pétroliers réunis au sein du comité professionnel des importateurs étaient autour de la ministre d'État en charge des hydrocarbures. Ces opérateurs ont présenté à Kassia Bandumbola toutes les difficultés liées au circuit d'approvisionnement du produit pétrolier auquel ils font face. Eric Kabamba. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Kassia Bandumbola Mbongo, a tenu le mardi 19 août 2025 une réunion de prise de contact avec les opérateurs pétroliers réunis au sein du comité professionnel des importateurs, qui est un organe technique des approvisionnements des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Selon Tony Dinou Tchermani, président du comité professionnel des importateurs, la ministre d'État a voulu comprendre les circuits d'approvisionnement, les difficultés ainsi que le défi. Il était très capital que son Excellence comprenne les circuits d'approvisionnement, les difficultés, les défis et surtout donner des orientations pour le bon fonctionnement des systèmes d'approvisionnement des produits pétroliers en République démocratique du Congo. Il a ajouté que la ministre d'État leur a parlé aussi de l'urgence de la remontée des produits pétroliers de la République centrafricaine. Son Excellence, Madame la ministre d'État a donné d'abord des conseils, a rappelé à l'ordre la corporation des fournisseurs de ces pays pour que chacun puisse jouer correctement son rôle, toutes les activités qui doivent mener conformément aux dispositions de la loi. Et surtout, aujourd'hui, il était aussi question qu'on puisse trouver des voies et moyens pour la remontée des produits pétroliers de la République centrafricaine, parce que les produits de la RCA passent en transit par notre système d'approvisionnement. Il était important qu'on trouve un équilibre, qu'on sache comment faire pour que les systèmes prennent en charge et les produits de la consommation locale et les produits transitent vers la République centrafricaine. Signalons que les comités professionnels des importateurs est constitué des sociétés de fourniture, des sociétés de logistique pétrolier et des marketeurs.
C'est une première. Depuis l'indépendance de la RDC, 38 ponts ont été posés par l'Office des routes avec célérité dans le cadre du projet d'infrastructure routière initié par le président de la République. C'est un constat du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Eric Kabamba et Robert Kalimba pour ce reportage. L'état d'avancement de chantier exécuté par l'Office des routes était présenté par le directeur général de cette entreprise au ministre John Banzalunda des Infrastructures et Travaux publics. À l'approche de la saison pluvieuse, le ministre tient à ce que les travaux de voirie sur les routes d'intérêt national s'exécutent avec célérité. Je suis venu ici pour palper du doigt le projet initié par Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'achat, d'acheminement et des poses de 305 ponts à travers la République. Nous avons 38 ponts qui sont déjà posés. Et le rapport que j'ai, c'est que c'est la première fois depuis l'indépendance qu'un tel travail soit effectué totalement sur terrain avec l'Office de route. Donc ici, le mérite revient au Président de la République. Dans les soucis de palper la réalité de toutes les entreprises sous sa tutelle et son administration, il a conféré avec le secrétaire général et le président de la délégation syndicale. Prosper Béa a sollicité l'amélioration des conditions salariales, la promotion d'un dialogue social permanent et l'instauration d'un climat de confiance avec les partenaires sociaux afin de prévenir toute tension. De son côté, le secrétaire général Georges Nkoshi a insisté sur l'importance des suivis de l'évolution des travaux. Il a plaidé pour l'implication des ingénieurs dans la surveillance des travaux et pour une solution idoine aux agents omis sur la liste de paye. Et puis le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté dans son volet infrastructure transforme la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo. Le gouverneur de province a fait le tour de la ville pour inspecter les travaux et s'assurer du bon déroulement. Un reportage de nos confrères de la RTNC Kisangani. En sa qualité de gardien des temples, l'œil est le représentant légal de garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la Tchopo. Le gouverneur de province, Ponel Ndongoli Alebabonga Okelenge, inspecte les travaux de construction de routes urbaines exécutés dans la ville de Kisangani dans le cadre du programme présidentiel pour la lutte contre la pauvreté et les inégalités. L'objectif, s'inquérir d'avancement des travaux et d'évaluer la qualité des ouvrages. Les travaux de bétonnage sur l'avenue de l'église avec la société Kawaling dans la commune Makiso, 18e avenue Kabondo, la commune Kisangani, le stade Lumumba. Les choses avancent très bien, les travaux avancent et la vision du chef de l'État est en train d'être concrétisée à la Tchopo. Nous avons plus de 80 km de la voirie urbaine qui sera asphaltée. Mangobo est la commune la plus bénéficiaire parce qu'à Mangobo, il y a beaucoup de kilomètres qui sont pris en compte qui est partout. Il y a la route Segama, il y a vers D-D, il y a avenue des hôpitaux, il y a avenue Cabine. La modernisation des infrastructures routières et l'amélioration de l'éclairage public pour le bien-être des Tchopolais demeure un cheval de bataille du gouverneur de province de la Tchopo, Ponel Ndongoli Alebabonga Okelenge. La RDC organise la 5e édition des épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle. Au total, 34 600 candidats, dont 12 547 femmes sont attendues à travers la République, qui seront repartis dans 122 filières pour démontrer leurs compétences acquises à l'issue de leur formation. Toto Sungu et Aponzouzi pour ce reportage. Le coup d'envoi des épreuves certificatives nationales des fins de formation professionnelle a été donné ce mercredi 20 août 2025, marquant la 5e édition de cet examen national. En déplacement au Japon pour la TICAD, le ministre d'État en charge de la formation professionnelle s'est fait représenter par une délégation conduite par son directeur de cabinet, le secrétaire général et l'inspecteur général du secteur. Dans une tournée dans les centres Kin-Ouest, Centre et Est, la délégation conduite par le révérend Odon Saïdi a commencé par la commune de Kintambo au centre Boyokani,
marquant le lancement officiel de ces épreuves qui ont eu lieu du 20 au 31 août 2025, 5e édition du genre. Nous voulons aussi encourager la population, les jeunes en particulier, d'embrasser la formation professionnelle. C'est très très important. Jusqu'ici, on a considéré que la formation professionnelle a été quelque chose de hasardeux. Et maintenant, grâce aux réformes de son Excellence, Monsieur le Ministre, nous sommes en train de mettre de l'ordre et de moderniser certaines choses. Après l'espace Kim West, le révérend Ondon Saïdi, avec à ses côtés Gisèle Kiendelou, secrétaire général, et Valentin Mitendo, inspecteur général à la formation professionnelle, ont pris la direction de la commune de Lemba au centre Bolingo. Dans un tour de salle, les apprenants ont été encouragés à prendre au sérieux leur examen. Clôture de la formation des agents et cadres de la Redevance. 3 jours ont suffi pour le personnel de la RTNC d'être outillé sur les fondamentaux de la Redevance audiovisuelle à travers les contrats et protocoles d'accord. Paulette Lomba et Siandé Maka. Cette formation de 3 jours avait pour objectif de doter les agents et cadres de la direction de la Redevance de la radio-télévision nationale congolaise des connaissances avant leur déploiement sur le terrain. L'assistant principal de Madame le directeur général de la RTNC, Didier Mbouy, a au nom de Madame Sylvie Elengue Niembo clôturé ses assises. Avec mes félicitations au directeur de la Redevance et à tous les stagiaires, agents et cadres de la Redevance, je déclare close la formation de mise à niveau des agents et cadres de la direction de la Redevance. Merci. Pour les directeurs de la Redevance, Philippe Lungo et Abouchiri, les gens qui sont censés mettre en œuvre la Redevance doivent être capables de maîtriser d'abord le texte et les appliquer correctement. Parce que les agents et cadres de la direction de la Redevance sont appelés d'être déployés en permanence sur le terrain et de produire des résultats escomptés dans la mise en œuvre de tous les actes générateurs de la Redevance. Cette formation tombe à point nommé pour le bénéficiaire. Il s'avère toujours indispensable, vu l'importance de notre direction qui est une régie en miniature, et nous sommes bien outillés par rapport à cette formation qui est une remise à niveau. Ce renforcement de capacité des agents et cadres de la direction de la Redevance de la RTNC est une valeur ajoutée pour l'amélioration du travail au sein de cette direction. L'atelier d'évaluation sur l'éducation scolaire, la santé et d'autres filières s'est clôturé également ce mercredi. La communauté des églises indépendantes s'engage à améliorer la qualité de l'enseignement et la prise en charge médicale des membres du Comico. Rodé Panda. C'est une évaluation qui s'apparente à une véritable autopsie qui a concerné la marche et le fonctionnement des écoles, les œuvres médicales et sociales, l'environnement et autres au sein de la communauté des églises indépendantes, Église du Saint-Esprit au Congo, Koniko et Seko. Bref, toutes les matières dans différents secteurs de la vie ont été évaluées pour corriger les erreurs, amender et répartir sur de nouvelles bases. Après le décryptage, des recommandations ont été formulées afin de mieux améliorer la bonne gestion au cours des réflexions la journée de samedi 16 août. Les discussions et analyses se sont déroulées en panel de grands chapitres, notamment le secteur de la santé qui a pris l'essentiel avec l'intervention du professeur Yoka exposant sur le projet de gestion des certificats d'ambassadeur de la paix a été décerné à son éminence Monseigneur Zéphiré Foumapanda Malamba par DGA du Fonds national de sécurité sociale FNS, Maître Alice Mirimou, pour des efforts combien louables qui accompagnent sa vision du reste partagé avec la vision de la DGA du FNSS. Nous sommes à la fin. L'idéal, c'était le renforcement des capacités, des activités scolaires. Nous sommes la Coneiko et Seko, partenaires du ministère de l'EDIC. C'était important pour nous, à ma qualité aussi du coordinateur national, de faire parvenir les gestionnaires des entités décentralisées, de faire comprendre des réformes qui sont initiées au niveau national par le ministère des tutelles, afin qu'ils puissent les mettre en pratique. Nous rendons d'abord grâce à Dieu, à son éminence, qui est le visionnaire d'organiser cet atelier pour renforcer les capacités de nos gestionnaires. Nous demandons à l'État congolais de nous payer. Démarré le 14 août dernier, ces travaux consacrés à la réforme du système scolaire pour les écoles conventionnelles de la Coneiko et Seko se sont clôturés le dimanche 17 août 2025 dans une ambiance de culte religieux.
La réserve stratégique générale annonce une bouffée d'oxygène pour les ménages congolais. Dans les tout prochains jours, elle mettra en vente un stock important de sacs de farine de maïs de 25 kg au prix social de 35 000 francs congolais. Une opération qui vise à renouveler ces réserves tout en soulageant les familles face à la flambée des prix sur le marché. Chimène Dodo et Guilain Kassou. La réserve stratégique générale, service spécialisé de la présidence de la République, chargé notamment de la constitution de stocks de produits dits stratégiques, vient d'annoncer une mesure qui retient l'attention. La mise en vente imminente d'un stock important de sacs de farine de maïs de 25 kg au prix social, 35 000 francs congolais. Cette opération poursuit un double objectif. D'abord, renouveler le stock de maïs tout en mettant sur le marché un produit de qualité. En effet, la farine de maïs, denrée de première nécessité, pèse lourd dans le panier de la ménagère et se retrouve souvent au centre de tensions sociales. En rendant ces produits accessibles à un prix inférieur à celui du marché, la réserve stratégique générale vient en aide à la population et s'inscrit dans la vision du président de la République, garantir la sécurité alimentaire des citoyens. Parlons à présent de cette cérémonie officielle de signature du contrat d'un mandat spécial entre 4 entreprises soumissionnaires et l'Office de gestion du fret multimodal. L'objectif est de délivrer des instruments de traçabilité et logistique des produits pétroliers et agricoles en RDC. Robert Ndetchisense et Turbo Chimanga. Signature officielle de mandat spécial pour la délivrance des instruments de traçabilité en République démocratique du Congo entre les sociétés soumissionnaires avec le GFREM. Green Road, entreprise de renommée internationale avec 27 ans d'expérience en logistique, s'est imposée depuis 2014 sur le marché africain. Anxu, à l'heure de cette cérémonie, exprimé l'engagement total de Green Road de collaborer étroitement avec l'Office de gestion du fret multimodal. Pour elle, ce partenariat est une opportunité de contribuer concrètement à la structuration logistique de la République démocratique du Congo. Avec cette signature, Green Road, une société chinoise qui a confirmé sa place parmi les piliers du système multimodal congolais. L'Agence maritime internationale du Congo est classée parmi les mandataires grâce à son expérience dans la consignation des navires pétroliers, a dit son administrateur directeur général. Ami Congo a doublement bénéficié d'un mandat spécial. Il y a un mandat spécial pour la ferry, pour les produits pétroliers à l'importation, mais il y a aussi un mandat spécial pour la ferry, pour l'exportation du pétrole, mais aussi des produits agricoles. Et donc en ce qui nous concerne, nous allons tout mettre en œuvre pour exécuter en bonne et due forme ce mandat, afin que nous soyons bien cotés par notre mandat. En tant que mandataire agréé, l'Agence maritime internationale du Congo, Abicongo, déploie un réseau d'agents dans les zones stratégiques du pays pour capter les souscriptions à l'import et à l'export. Se félicite le comité de gestion. Enfin, le 2e congrès de l'Union sacrée de la Nation est prévu pour ce samedi 30 août à Kinshasa. Entre-temps, les réunions préparatoires se multiplient au siège du secrétariat permanent pour assurer le bon déroulement de cette grande messe politique. André Mbata appelle à la mobilisation générale. Une fois de plus, Robert Ndetchisense et Turbo Chimanga. Le 30 août prochain, l'Union sacrée de la Nation tiendra son 2e congrès, un événement clé pour renforcer l'unité et la cohésion parmi ses membres, tel que recommandé par la haute autorité politique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, au secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation, des réunions préparatoires se multiplient pour assurer le bon déroulement de cette rencontre historique. Les commissions sont formées avec objectif d'établir l'ordre du jour du congrès, d'identifier les intervenants et les thèmes à aborder, organiser la logistique, y compris les lieux, le matériel et la couverture médiatique de ce 2e congrès. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata de Tokoumé Soumangou, appelle le membre des commissions à renforcer la solidarité entre membres pour la réussite de ce 2e congrès de l'Union sacrée de la Nation. Les réunions préparatoires permettent d'établir une base solide pour le 2e congrès de la plateforme présidentielle. Les membres de chaque commission sont tous déterminés à faire de ce congrès un succès en unissant leurs forces pour un avenir meilleur. André Mbata attend de l'engagement de tous.
Bouclons ce journal avec ce communiqué. La société Starlink d'IRCSA informe le public congolais que ses services Internet haut débit à faible latence sont officiellement disponibles en République démocratique du Congo depuis le 3 juin 2025. Afin d'éviter toute confusion, nous précisons les informations qui suivent ou acheter vos kits Starlink en ligne uniquement via le site officiel www.starlink.com CD résidentiel auprès des revendeurs agréés dans la liste officielle et la suivante. Radiocom, Colosie numéro 81-22 avenue Route Likassi, premier étage, local 2, quartier Jolie Cité, commune de Manika. Lubumbashi, numéro 352 avenue N'Djamena, bureau numéro 2, bâtiment SCTP Panako, premier étage, local 2, Lubumbashi. Kinshasa, 68/69 avenue Luambo Makadi, immeuble Beautour, Kin Center, commune de la Gombe. Site web www.radiocom.cd. Seules ces entités sont autorisées à commercialiser les kits et services Starlink en RDC. Pour les informations les plus récentes sur les revendeurs Starlink approuvés en RDC, veuillez visiter le site web de Starlink DRC SA. Attention aux revendeurs non autorisés. Des individus et sociétés non agréées prétendent vendre les équipements Starlink à des prix non réglementés, exposant ainsi le public à des risques de fraude. Starlink met en garde contre ces pratiques illégales. Des actions civiles et pénales sont engagées contre tout revendeur opérant sans autorisation de la société et sans agrément de l'autorité de régulation de la poste de télécommunications du Congo. Pour garantir l'authenticité de vos équipements et la qualité du service, approvisionnez-vous uniquement en ligne via le lien officiel ou auprès des revendeurs agréés listés ci-dessus. Pour toute information fiable, centre d'aide www.starlink.com CD support. C'est un communiqué signé par la direction de Starlink DRC SA. Ce journal est fini. Il a été rédigé par Gauthier Kiassi sous la direction d'Oscar Balkaïj, supervisé par Jacques Kabouaboua. Angèle Mabiala, Landou était à la coordination. Patrick Achala et Ramadan Poki l'ont réalisé pour vous. L'actualité continue tout à l'heure à 23h avec Boboanan Mokonzi. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir.